Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la pollution lumineuse, en particulier des milieux aquatiques. Je me présente, je m'appelle Prune Gilbert, je suis chargée de mission eau et environnement à la FRAN. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de ce qu'est la pollution lumineuse grâce à Daniel Rousset, représentant ANPCEN et administrateur dans notre association spécialisée sur la pollution lumineuse. Et ensuite, je vous présenterai moi la campagne pollution lumineuse des milieux aquatiques que nous menons actuellement. Voilà, je laisse donc la parole à Daniel et je vous souhaite un bon webinaire. Bon, c'est bon. Je vous laisse la parole. Bon, eh bien alors, oui, mais le problème, c'est qu'il faudrait que je vois mon diaporama, ou alors, bon, les gens me verront lever la tête, hein, puisqu'on projette le diaporama sur le mur en face. Donc, si vous me voyez lever la tête, c'est que je suis en train de regarder l'image sur le mur. Donc, je suis membre de la FRAN, la Fédération Auvergne Nature Environnement, depuis une quinzaine. Et je suis membre également de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. C'est une association dont le but est de lutter contre la pollution lumineuse, une association qui existe depuis 25 ans là maintenant, dont je vais vous dire deux mots tout de suite. Donc, la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est? Ça passe pas? Pourquoi ça veut pas? Ah, la technique, ah voilà, voilà. Donc, la pollution lumineuse, c'est une pollution qui est… attends, je peux l'avoir là, ici. Donc, j'ai le retour ici. Tiens, ça sera plus facile. Comment je peux effacer, là, quitter la réunion? Non, tu peux pas. Heureusement que Prune est là. Voilà, donc je vois le diaporama sur le deuxième ordinateur. Parce qu'on a les moyens à la FRAN, on a deux ordinateurs. Donc, la pollution lumineuse, ce sont essentiellement les astronomes qui ont tiré la sonnette d'alarme dès le début du XXe siècle, puisque beaucoup d'observatoires ont été obligés de déménager avec l'arrivée des lampes au mercure, hein, qui permet, et puis de la fée électricité. La première association qui a été créée, c'était en 1988 aux États-Unis, qui s'appelait Dark Sky, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Et pour la France, ça remonte à 1995. C'est d'ailleurs une des premières associations européennes qui a été créée. Après ça a été suivi par presque tous les pays européens. À l'origine, ça s'appelait le Comité national de protection du ciel nocturne, puisque c'était essentiellement 250 astronomes, des amateurs et des professionnels, qui se sont regroupés justement pour dénoncer cette pollution qui commençait à envahir le ciel et qui nous cache les étoiles. En 1997, ça s'est appelé plutôt Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Et puis, on a été rejoint très rapidement par des naturalistes, des amoureux de la nature, qui constataient les méfaits de la pollution lumineuse sur notre environnement, sur la faune, sur la flore. Et donc, et puis après ça, on a été rejoint par de simples contribuables qui s'alarment par ce gâchis énergétique qui envahit le ciel, ce gâchis énergétique qui sert à rien, juste à éclairer le ciel. Et en 2007, cette association s'est appelée l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, ANPCEN. Donc, cette association regroupe à peu près 6000 adhérents répartis sur toute la France et sur l'outre-mer également. Donc, voilà, si ça veut bien passer. Donc, j'ai beau cliquer, ça passe pas. Ah, la pollution. Donc, alors, on a face à nous des industriels qui veulent pas entendre parler de la pollution lumineuse. Ils prétendent que c'est pas du tout une pollution
Mais si on regarde le Larousse, on s'aperçoit que pollution lumineuse se définit par l'impact de la lumière artificielle sur l'environnement nocturne. C'est ce qui est mentionné sur le Larousse. Et au terme pollution, c'est modification de l'environnement. Et c'est bien une modification de l'environnement. Donc, voilà à quoi ressemble notre ciel. Le ciel de Clermont, c'est exactement le ciel jaunâtre d'Aurillac. Hein. Et sur l'image de gauche, ce que vous pouvez voir, c'est une photo que j'ai prise à la Roche-Bouton, pour ceux qui connaissent, c'est sur la commune de Saint-Georges-de-Mons. Je suis à 760 mètres d'altitude. Face à moi, il y a la plaine de Blanchet qui fait à peu près 10-12 km de long, de profondeur, et puis donc qui est plongée dans le noir. La ligne de crête en face est également vers 700-800 mètres d'altitude, et Clermont-Ferrand se trouve derrière, à 20 km derrière, et on voit ce halo lumineux qui monte très haut dans le ciel. La pollution lumineuse, c'est ça, c'est toute cette lumière qui part vers le ciel et qui, au lieu d'éclairer le trottoir. Donc, ça ne veut pas passer. Hein. Ah si, non, ça ne passe pas. Hein. Comment ça se fait que ça ne passe pas? On va prendre ma souris à moi qui marche très bien. Voilà. Alors, excusez-nous. On a deux ordinateurs, mais une technique qui ne fonctionne pas super. Tout à fait. Alors, voilà. Donc, c'est bon, voilà. Donc, la pollution lumineuse n'est pas seulement créée que par l'éclairage public, hein, c'est pour moitié c'est de l'éclairage public, mais donc on retrouve aussi maintenant toutes les industries, tous les bureaux, toutes les enseignes qui participent pour moitié à la pollution lumineuse. Donc voilà une image de l'Europe en 1992, tous les points blancs, toutes les zones blanches, eh ben, c'est de la pollution lumineuse, c'est de la lumière qui est envoyée directement vers le ciel. En 2010, donc on voit que cette pollution lumineuse est galopante, ça grimpe en permanence. Et donc, à l'heure actuelle, voilà l'Europe telle qu'on peut la trouver. Donc, il n'y a aucune zone qui est vraiment préservée de cette pollution lumineuse. Ce qui est le plus dommageable, c'est cette ligne qui entoure la Méditerranée. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la petite flèche. C'est beaucoup d'oiseaux migrateurs, les 2 tiers des oiseaux migrateurs migrent la nuit. Ils ont traversé la Méditerranée, ils sont complètement désorientés puisqu'ils se dirigent avec les étoiles, un petit peu le champ magnétique, mais c'est surtout les étoiles qui leur servent de point de repère. Dès qu'ils arrivent sur les zones éclairées sur les côtes, eh bien, ils perdent leur repère, ils se mettent à tourner en rond, ou dans le meilleur des cas, leur migration est déviée, leur survie est complètement hypothétique. Donc, ce sont les astronomes qui ont tiré la sonnette d'alarme les premiers. J'espère que vous avez tous reconnu la grande ours, là, sur cette image-là. Donc, la grande ours est beaucoup plus étendue que la casserole, la grande casserole qu'on voit, la queue de la casserole par elle-même. Hein. Donc, dans ce secteur-là, on peut voir 400 étoiles à l'œil nu, hein, pas besoin d'instruments pour voir des étoiles. On peut voir 400 étoiles à l'œil nu. Et si on se met sur la place du 1er mai ou à Clermont-Ferrand ou sur la place de Fédération à Rion, ben voilà donc la grande ours telle qu'elle est devenue. On s'aperçoit que même l'étoile Mégresse, qui est une des étoiles de la grande ours, c'est la plus faible des 7, et ben elle a elle aussi complètement disparu. Donc la pollution lumineuse, c'est déjà, première chose, disparition des étoiles. C'est pas grave. On ne peut pas considérer ça comme une pollution, c'est une nuisance. Moi qui suis astronome, ça me casse les pieds de voir les étoiles qui disparaissent, mais c'est une nuisance. Le jour où on aura l'idée d'éteindre la lumière, les étoiles vont revenir instantanément. Par contre, il en est tout autrement pour toute une faune, une flore qui disparaît pendant que nous, on est en train de dormir, qui est perturbée par cette lumière artificielle, qui, elle, une fois qu'elle aura disparu, ben, ça sera définitif. Alors que les étoiles, elles reviendront. Alors, le ciel étoilé, ça fait partie de la vie culturelle de l'humain. Les hommes préhistoriques, on sait très bien qu'ils connaissaient très bien le ciel, puisqu'on a retrouvé des peintures rupestres avec des étoiles, la lune, ils représentaient des étoiles filantes, puisque ils étaient souvent en train de regarder le ciel. Van Gogh, s'il a peint les étoiles au-dessus de la mine d'Arles, c'est qu'il les voyait.
Donc, à l'heure actuelle, la ville d'Arles, on ne voit plus beaucoup d'étoiles. J'ai eu l'occasion d'y aller. Il y a une pollution galopante, là aussi, là-bas. Alors, donc, je vous ai dit, et pourtant, la vie culturelle, ça fait partie intégrante de la vie culturelle humaine. Hein. Alors, donc, l'impact sur la faune, la biodiversité a absolument besoin de la nuit. La vie est apparue sur Terre il y a 3,7 milliards d'années, grosso modo, et elle s'est développée selon un cycle circadien. Qu'est-ce que c'est ça? Un cycle circadien, eh bien, c'est moitié jour, moitié nuit. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a autant d'espèces nocturnes que d'espèces diurnes. Et les espèces nocturnes et les espèces diurnes sont dépendantes l'une de l'autre. Quand vous voyez un merle gratter dans les feuilles mortes, c'est pour y déloger des insectes nocturnes. Si les insectes nocturnes disparaissent, le merle va disparaître à son tour. C'est la biodiversité, donc on ne peut pas en oublier la moitié. Les premières victimes de cette pollution lumineuse, ce sont les insectes. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire. 80% des insectes, d'ailleurs, sont des nocturnes. Et la pollution lumineuse, c'est la deuxième cause d'extinction des insectes après les pesticides. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Hein. Et d'ailleurs, toutes les sources que je vais vous mentionner, ce sont des sources très officielles. Hein. Ce n'est pas nous qui les sortons de notre chapeau. Donc, c'est le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui a fait une étude là-dessus et qui s'est aperçu que c'était la deuxième cause de disparition des insectes. Alors, j'ai mis un petit graphique qui est très parlant, qui a été créé par un naturaliste américain qui a fait un comptage des espèces d'insectes autour d'un plan d'eau. Et donc, dans la journée, il a compté à peu près 200 espèces différentes sur ce plan d'eau. Dès que le soleil se couche, on voit que le nombre d'espèces monte énormément jusqu'à 1000 espèces différentes et le nombre descend tout doucement jusqu'au lever du jour. Et il s'est aperçu que pendant les périodes de pleine lune, donc il y avait une lumière, pourtant une lumière naturelle, mais donc c'est une espèce de pollution lumineuse, ça aussi. Et pendant les périodes de pleine lune, eh bien, le nombre d'espèces avait considérablement diminué. Donc, la conséquence, c'est dès qu'il y a présence de lumière, beaucoup d'espèces attendent des jours meilleurs qu'il y ait beaucoup moins de lumière. Alors, donc, la plupart des insectes nocturnes se dirigent surtout sur la Lune ou sur les étoiles. Il faut que cette lumière artificielle, cette lumière des étoiles ou de la Lune soit toujours dans leur champ de vision, non pas de face, mais sur le côté. Et ça leur permet de se diriger horizontalement. Si on met un point il y a une étude qui a été faite dans la région nord il y a une dizaine d'années. Ils ont mis un superbe lampadaire boule dans une forêt, dans une zone protégée, et ils ont fait des comptages avant, pendant et après, et ils se sont aperçus que toutes les espèces remarquables avaient disparu dans un délai de 2 ans, sur un rayon de 700 mètres. Donc là, ils ont mis en évidence l'impact de la pollution lumineuse sur les insectes. Sur les batraciens, la plupart des batraciens, presque tous les batraciens sont des nocturnes. Hein, quand on entend les grenouilles croasser, c'est surtout la nuit. Là aussi, c'est la deuxième cause de régression des batraciens après l'assèchement des zones humides. Les mammifères, la moitié des mammifères sont des nocturnes. Il y a des comptages qui ont été faits, surtout avec des colliers émetteurs, qui ont été mis sur certaines espèces, sur des lynx en Amérique, en Amérique c'était sur des pumas, en Pologne c'était sur des lynx, sur des sangliers, sur des ours aussi. Et ils se sont aperçus que ces animaux se faisaient des grands détours pour éviter les zones éclairées. Alors, j'ai mis un petit graphique très sympa qui a été fait par un naturaliste dans la région nord. Et donc, on s'aperçoit que c'est l'activité du petit lapin, du lapin. Donc, s'il y a des chasseurs parmi vous, vous voyez bien que c'est plutôt la nuit qu'il faut y aller plutôt qu'à midi. Hein. Donc, on s'aperçoit que la plupart des mammifères nocturnes se déplacent donc surtout la nuit, hein, bien sûr. Alors, il y a eu là aussi donc, des études qui ont été faites, d'ailleurs qui ont été très faciles à faire, sur tous ces bureaux qui sont éclairés en permanence
au moment des migrations, les oiseaux donc, sont attirés par les lumières des bureaux. Ils confondent les lumières des bureaux avec leur repère habituel et ils viennent s'écraser sur les façades. C'est la ville de Varsovie qui a pris des mesures pour l'extinction des bureaux. C'était en 2010. Ça a été suivi en France, mais c'est toujours pas vraiment en application. Là aussi, des bureaux, une fois qu'ils sont plus occupés, il faut absolument les éteindre parce que ça gêne au moment des migrations. Il y a aussi, tiens, ça ne veut pas passer, décidément, on a un problème de souris. Voilà. Ça se passe sur l'île de la Réunion. Vous avez les pétrels qui nichent sur les hauteurs de l'île de la Réunion. Et les jeunes, quand ils sortent, quand ils quittent le nid, ils ne sont pas encore vraiment costauds pour faire des grands voyages. Et donc, dès que la Lune éclaire les vagues, ils se dirigent justement vers les reflets de la mer et donc ils partent en vol plané et ils vont se poser sur la mer. Seulement, voilà, donc il y a plein de villages qui sont éclairés et donc ils sont désorientés et ils se trouvent, ils s'installent donc sur des stades. Ils vont se faire bouffer à bon compte par des chiens, par d'autres animaux. Et donc, il y a une grande donc une association qui s'est créée justement pour sauver les pétrels. Ils ont réussi à faire éteindre les lumières pendant la période où les oiseaux quittent le nid. Donc, c'est une grande. Donc, ça existe depuis 2017-2018. Là aussi, donc, voilà, ça passe. Là, il y a le pont, donc je vous laisse lire le nom, là, si vous arrivez à le lire. Donc, c'est le pont qui relie le Danemark à la Suède. Donc, lui, il a été super bien éclairé. Et donc, au moment des migrations, tous les oiseaux migrateurs viennent se fracasser sur les structures du pont. Et là aussi, ils ont pris des mesures d'extinction pour éviter ce massacre, puisque le premier jour où il a été éclairé, on estime à 1000 oiseaux qui se sont fracassés sur les infrastructures. C'est pareil pour les pétroles, les puits de pétrole en pleine mer. Et donc, là aussi, beaucoup d'oiseaux migrateurs sont déviés par ces centrales qui sont super éclairées. Et là aussi, ils viennent se fracasser sur les infrastructures des extractions de pétrole. Une autre espèce qui est dérangée par la pollution lumineuse, ce sont les tortues de mer. Les petits juvéniles donc, se dirigent là aussi sur les reflets de la mer. Donc, ils sont censés, quand ils sortent du sable, ils sont censés se diriger vers la mer. Mais s'il y a des éclairages derrière eux, eh bien, au lieu d'aller vers la mer, ils vont vers la terre. Et donc, là, ils sont condamnés à une mort certaine. Alors, par contre, il y a des espèces qui profitent de cette lumière. Les étourneaux, des pigeons qui vont faire jusqu'à 3 couvées par an parce que donc, ils ont quasiment pas de repos. Ils vivent pratiquement 24 heures sur 24. Donc, ils font 2-3 couvées par an dans toutes les zones éclairées. Et dès les années 90, il y a eu des gens qui ont remarqué que le faucon pèlerin chassait continuellement, même la nuit, alors qu'il était censé se reposer pendant la nuit. Il continuait à chasser le pigeon pendant la nuit, façon DCA, donc sur tous les édifices qui sont éclairés. La première observation a été faite sur le lion de Belfort, à Belfort. Et donc là aussi, c'est un comportement totalement inutile. Alors, la lumière artificielle s'inscrit dans un processus de fragmentation des habitats. C'est comme si on nous mettait, nous, un mur de parpaing, on ne peut pas passer de l'autre côté. Pour beaucoup d'espèces, c'est un mur de lumière. Ils ne voient pas ce qui se passe de l'autre côté, donc ils ne pourront pas du tout passer de l'autre côté. Et c'est pour ça que, donc,
on parle de trame nocturne. Qu'est-ce que c'est, cette trame nocturne? Donc, depuis les années 60-70, il a été nécessaire de créer ce qu'on appelait des corridors verts. Donc, vous avez des espèces, des zones qui sont protégées, là, qui sont ici, donc avec des espèces qui vivent librement dans ces zones protégées. Vous avez d'autres espèces qui sont les mêmes espèces qui sont un petit peu plus loin dans une zone protégée, mais entre les deux, il y a des voies ferrées, il y a des autoroutes, il y a des zones industrielles, il y a du monde. Et donc, ces deux zones sont totalement isolées l'une de l'autre. Donc, il a été nécessaire de créer, au départ, donc c'était des corridors verts. Maintenant, donc, c'est à l'échelle de la France entière. On appelle ça donc la trame verte et la trame bleue pour les zones humides. Il faut impérativement que ces corridors de migration soient dépourvus de lumière. S'il y a de la lumière au milieu, c'est voué à l'échec. On aura beau réhabiliter, réengazonner, remettre des espèces. Si on n'a pas fait l'inventaire de toutes les lumières qui sont au milieu, ça ne marchera pas. Donc, il faut commencer par faire l'inventaire de toutes les lumières qui sont à l'intérieur, supprimer tout ce qui est inutile. S'il y a franchement besoin d'une lumière à cet endroit-là, il faut que ce soit une lumière de couleur chaude, je vais vous en parler. Et puis surtout, donc, on fait une extinction après ça, dès que c'est plus utile. Alors, depuis 2007, c'est les schémas régionaux de cohérence écologique, puisque c'est au niveau de la France entière. Et donc, il y a des discussions qui sont faites pour que ce soit au niveau de l'Europe entière. Alors, dans l'eau aussi, il y a une biodiversité, il y a un équilibre entre le jour et la nuit. Donc, dans la journée, il va se développer des algues, des herbes qui profitent de la lumière du soleil pour faire de la photosynthèse, qui oxygène le plan d'eau, qui oxygène la rivière, qui participe à l'oxygénation de l'atmosphère que nous respirons. Et dès que le soleil se couche, il y a un plancton qui remonte du fond, et puis qui vient manger, qui vient boulotter toutes ces algues, toutes ces herbes. Et si on met de la lumière au-dessus, eh bien, le plancton ne va pas du tout remonter, les algues et les herbes vont continuer à se développer, et on va se retrouver avec une eutrophisation du plan d'eau. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur le plan d'eau de Vichy, puisque par moment, il devient tout vert. Donc, sur l'eutrophisation, il y a trois conditions. Pollution lumineuse qui intervient dans l'eutrophisation d'un plan d'eau. Et Vichy, justement, a misé sur une lumière blanche très crue et qui favorise justement l'eutrophisation de leur plan d'eau. Et ça leur coûte une fortune. Alors, donc, il y a aussi des poissons migrateurs qui sont gênés par toutes ces lumières qui sont générées. Tous les ponts qui peuvent croiser donc sont éclairés. Les 2/3 des migrations se font la nuit. Hein. Le saumon migre le jour. Par contre, la truite de mer, la lamproie, l'anguille migrent la nuit. Et tous les ponts, pratiquement, sont tous éclairés. Et donc, ça fait comme si c'était un mur de lumière qui empêche la migration. La pire des lumières, bien sûr, c'est la lumière bleue, hein, je vais vous en parler. Le pont Rège-Morte à Moulins, c'est le moins pire de tous, hein, puisqu'ils ont misé sur des lumières un peu chaudes. Mais il y a des élus qui se sont alarmés parce qu'il n'était pas assez éclairé. Et vous voyez, sur ce pont-là, ici, il y a un lampadaire tous les 10 mètres. Pour quelle raison il y a un lampadaire tous les 10 mètres? Puisque si on revient de loin, donc d'abord sur la route, il y a un lampadaire tous les 50 mètres. Dès qu'on arrive sur le pont, il y a un lampadaire tous les 10 mètres. Est-ce que c'est très dangereux de fréquenter ce pont? J'en sais rien. Mais là, il y a des éclairagistes qui sont passés derrière, qui ont dit faut mettre de la lumière sur le pont, et ils ont mis le paquet. Donc, pourquoi les poissons migrent la nuit? On parle du troisième œil sur les poissons. Donc, ils ont leurs deux yeux tout à fait normaux. Hein.
Ils voient surtout beaucoup en bleu, les bleus et les ultraviolets, mais sur le dessus, ah tiens, ma souris, si tu touches la souris, non, ma souris. Donc il y a un troisième œil qui c'est pas vraiment un œil, c'est des cellules photosensibles qui leur permettent de savoir à quelle profondeur ils sont et qui leur permettent de se diriger beaucoup plus facilement. Et si on leur met une lumière sur le dessus, ils sont complètement désorientés, ils ne savent plus où ils sont, et donc ils auront tendance à fuir cette lumière. Hop. Donc, ah bah oui, les petites lampes, cette petite lampe qui coûte 4 €, qui coûte 3 fois rien, eh ben c'est une catastrophe. Un jardin n'a nullement besoin d'être éclairé, et surtout par ces petites lampes. Maintenant, on voit des jardins, c'est des vrais sapins de Noël. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est le ver luisant qui est impacté par ces petites lampes. Comme tout le monde le sait, le ver luisant, c'est un coléoptère. Et c'est Monsieur ver luisant qui vole au-dessus de la pelouse, qui cherche sa dulcinée. C'est elle qui produit la petite lumière. Dès qu'il voit une petite lumière, eh bien, donc, il se précipite pour lui compter fleurette, mais il se précipite sur la petite lampe au lieu de se précipiter sur le mademoiselle ver luisant. Et donc, voilà une histoire d'amour qui finit mal, comme toutes les histoires d'amour, elles finissent mal en général. Et pour ceux qui voient des vers luisants dans leur jardin, je vous invite à noter ce site internet qui recense tous les vers luisants qu'il peut y avoir sur la France et qui signe d'une bonne santé du jardin. Si vous n'en voyez pas, vous pouvez vous connecter aussi sur ce site et puis mentionner que vous n'en voyez pas dans votre jardin. Là aussi, le ver luisant est très impacté par la pollution lumineuse et surtout depuis quelques années par ces espèces de petites lampes qui sont une catastrophe environnementale. Alors maintenant, on éclaire les arbres. Donc, je vais vous poser une question. Que fait un arbre la nuit? Eh bien, un arbre, il dort la nuit. Il a besoin de dormir. Il a besoin de cette période de repos comme nous. C'est un être vivant. Et si on lui met un gros projecteur au pied, eh ben, son état de santé va se détériorer. Son métabolisme est complètement bouleversé et la santé de l'arbre est menacée. On éclaire même des herbes de la pampa. À Clermont, on éclaire des buissons, on éclaire des rosiers. Ça, c'est derrière la gare de Rion. C'est des herbes de la pampa qui sont éclairées la nuit. Donc, pourquoi, on n'en sait rien. C'est sur un parking. Il n'y a personne qui vient sur ce parking. Donc là, ils se sont fait abuser également par un éclairagiste qui leur a dit, vous allez voir, votre parking, il va être très bon, on va éclairer les herbes de la pampa. Et également, donc, un arbre centenaire, par exemple, il y a 3000 espèces qui vivent dessus. Ça va du petit champignon microscopique au mammifère qui vient nicher au pied. Tout ça vit en parfaite symbiose. L'arbre, il trouve son compte. Si on met un gros projecteur au pied, eh bien, il y a des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont se développer outre mesure. Et là aussi, la santé de l'arbre est menacée. Et je mets ces deux exemples là ici. Donc, on voit, ce sont des tilleuls qui ont 450 ans. On voit que le tilleul Dolby dans le Puy-de-Dôme, le lampadaire le plus proche, il est à 30 ou 40 mètres. Donc, il est en pleine forme. Il a eu d'ailleurs le label Arbre remarquable en 2019. Et celui de Saint-Simon dans le Cantal, lui aussi, il a été planté à exactement la même époque, il y a 450 ans. On voit qu'il n'est pas du tout très en forme, puisque lui, il a 3 gros projecteurs au pied. Et j'ai réussi à voir la mère au téléphone, faute de pouvoir la rencontrer. Et elle m'a dit, je veux bien faire des efforts pour réduire l'éclairage public, mais l'arbre, il restera éclairé. Donc là, on n'a aucun espoir de faire éteindre cet arbre. Alors, donc, beaucoup de serres sont éclairées la nuit parce qu'on veut que des plantes se développent beaucoup plus rapidement. Pas de repos pour les plantes, on veut qu'elles soient prêtes le plus tôt possible. Et on se retrouve avec des serres hyper éclairées. Et donc là, en Bretagne et en Hollande, on se retrouve avec des ciels orangés, violets. Ça génère une pollution lumineuse phénoménale. Alors,
Hop là. Alors, tiens, pour revenir là sur les serres éclairées, attendez, sur les serres éclairées, il y a des maraîchers qui ont le label bio, mais qui ont des serres éclairées et chauffées. Donc, mais ils ont quand même le label bio. Donc, je trouve ça un petit peu hard. Alors, la pollinisation, bah oui, la moitié des pollinisations se fait la nuit. Les abeilles n'interviennent que pour 30% seulement. Hein. Le reste des pollinisations se fait par d'autres insectes, d'autres éléments. Et la plupart des papillons nocturnes sont des pollinisateurs et migrateurs. Et là aussi, pareil, si ces pollinisateurs nocturnes disparaissent, eh bien, beaucoup de plantes ne seront plus pollinisées et puis disparaîtront à leur tour. Alors, vous avez des exemples faciles à vérifier. Hein. Donc, le géranium est pollinisé, lui, à la tombée de la nuit. Les belles hippomées, donc, qui sont magnifiques quand vous ouvrez vos volets, dès qu'ils sont caressés par le soleil, donc ça y est, elles fanent. Là, ici, donc, c'est des belles de nuit. Donc, dans la journée, on voit il n'y a pas une seule fleur. Et le soir, à la tombée de la nuit, à minuit, à la lueur du flash, eh bien, on voit qu'il y a plein de fleurs roses. Plein de fleurs roses. La courgette est pollinisée la nuit, le tabac est pollinisé la nuit. Donc, ça, c'est quelques exemples qui sont faciles à vérifier. Alors, ça, c'est donc ah mince, comment on dit, donc le cycle journalier des humains et de la plupart des animaux d'ailleurs, bien sûr. Hein. Donc, dans la journée dans laquelle nous vivons, et puis donc à partir de 21h, 22h, c'est le début de la sécrétion de la mélatonine, puisque cette mélatonine, c'est un puissant antioxydant, c'est une hormone qui est synthétisée par l'hypophyse et qui est sécrétée que quand il n'y a plus de lumière. Dès qu'il y a présence de lumière, cette sécrétion de mélatonine aura tendance à diminuer, voire à disparaître. Il y a des études très précises qui ont été faites par des équipes médicales et qui sont vérifiées par d'autres équipes. Hein. Ça, c'est à l'échelon mondial. Donc, des personnes qui ont ce taux de mélatonine qui ont tendance à diminuer, bah, ils vont développer d'abord ce qu'on appelle d'abord l'échec scolaire, la dépression nerveuse, mais il y a des maladies beaucoup plus insidieuses qui ont été mises en évidence, des diabètes de type C qui auront tendance à se développer alors qu'ils n'auraient pas dû, ou alors certains cancers qui se développent alors qu'ils n'auraient pas dû. Alors, je ne dis pas que ça va déclencher le diabète ou que ça va déclencher le cancer, mais des personnes qui ont cette maladie en dormance, qui vivent très bien, qui peuvent vivre toute leur vie avec cette maladie qui est en dormance, hein, mais si leur taux de mélatonine a tendance à diminuer, eh ben, la maladie va se réveiller et alors qu'ils n'auraient pas dû l'avoir. Hein. Et il y a une étude qui a été faite par l'Institut national du sommeil et de la veille, et 25% des Français se plaignent d'être exposés à la lumière de l'éclairage public, ou alors des enseignes, hein, puisque les enseignes aussi entraient dans le questionnaire. Donc, c'est ce qu'on appelle de la lumière intrusive. De la lumière intrusive qui empêche les gens d'avoir un sommeil réparateur, d'avoir un bon sommeil. Et donc, ils sont obligés de mettre un masque s'ils veulent dormir normalement. Alors, rien n'oblige un maire à faire le nécessaire si quelqu'un se plaint d'avoir de la lumière qui s'introduit chez lui. Donc, la diapositive ne peut pas passer, si elle passe. Donc, c'est ce qu'on appelle de la lumière intrusive. Donc, il y a un superbe lampadaire qui se trouve là juste devant cette fenêtre. Donc, le voilà, le lampadaire la nuit. D'abord, on s'aperçoit que ce lampadaire est complètement nul, puisque la moitié de la lumière part en l'air, alors que la fonction d'un lampadaire, c'est d'éclairer le trottoir et non pas d'éclairer la façade au 3e étage. Mais donc, si derrière ces volets, c'est une chambre à coucher, la lumière va s'introduire par toutes les interstices des volets et les personnes n'auront pas un sommeil réparateur. Par contre, si c'est la cuisine, les gens peuvent faire leur cuisine sans allumer la lumière. Hein, donc, ils ont de l'éclairage gratos. Donc, il n'y a aucun texte de loi qui peut imposer à un maire à faire le nécessaire. Par contre, on peut citer
Clermont-Ferrand ou Paris, c'est pas les meilleurs élèves, bien entendu, hein, mais si un riverain se plaint d'être gêné par la lumière, les services techniques viennent dans les 2 ou 3 semaines et ils viennent mettre une casquette. Hein. Là, ici, c'est sur l'avenue Charras. Là, c'est c'est une rue vers la Halle des Sports. Je ne sais plus quelle rue c'était. Et là, donc, sur Paris aussi, donc, les services techniques se déplacent et ils mettent une casquette. Le problème est résolu, ça ne coûte pas cher, mais rien n'oblige à ce qu'un maire à ce qu'un maire se déplace pour faire le nécessaire. Alors, la sécurité. Ça fait des années qu'on nous dit, surtout les éclairagistes nous disent, si vous voulez la sécurité chez vous, ben, il faut mettre de la lumière. Il faut impérativement de la lumière. Et donc, commençons par la sécurité routière. Faut-il éclairer un rond-point? Donc, ce sont les Anglais qui ont fait les premières études là-dessus. Ils se sont rendus compte depuis 1995 qu'un rond-point, qu'il soit éclairé ou qu'il ne soit pas éclairé, ben, ça ne change rien du tout. Il y a toujours quelqu'un qui va se mettre au milieu. Donc, un rond-point n'a nullement besoin d'être éclairé. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt des plots réfléchissants. Ces plots réfléchissants qui sont fabriqués en France, hein, qui sont du côté du Mans. Un camion de 20 tonnes peut rouler dessus. Ça ne consomme pas du tout d'électricité. Ça ne demande absolument aucun entretien. Ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas de consommation électrique. Hein. Et donc, les véhicules du XXIe siècle sont parfaitement équipés pour voir et être vus. Et ces plots réfléchissants nous signalent exactement où se trouve la route, où se trouve le rond-point. Hein, des petites bornes comme ceci. Hein, donc, c'est beaucoup plus efficace que de mettre de la lumière. De la lumière qui risque d'avoir un effet éblouissant. Donc, voilà un autre exemple. Hein. Donc, ça, c'est un rond-point qui est à côté de Châtel-Guyon. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a 2 ronds-points sur cette déviation. Il y a celui-là qui n'est pas du tout éclairé. Hein, c'est donc des bandes bien blanches. Tous les panneaux sont réfléchissants. Là, il y a les petites bornes qui sont réfléchissantes. Donc, la nuit, avec les phares, donc on voit parfaitement où on va. Et 2 kilomètres plus loin, il y a un autre rond-point, lui, qui est super bien éclairé, un 26 lampadaires. Alors, j'avais été voir au commissariat de police pour savoir combien il y a eu d'accidents sur ces 2 ronds-points. Donc, ils m'ont dit que non, il n'y a eu aucun accident sur ces 2 ronds-points. Et donc, j'en ai conclu qu'il y a un des ronds-points qui coûte 3 000 € par an, et puis un autre rond-point qui coûte rien du tout, et qui n'est… et donc, le rond-point éclairé n'apporte pas plus de sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale passive, hein, puisqu'il n'y a pas du tout de consommation électrique. Alors, faut-il éclairer des routes et des autoroutes? Il y a eu le cas des autoroutes A15 et A16 qui étaient super bien éclairées. Sur l'autoroute A15, c'est des petits malins qui ont piqué les câbles en cuivre, là, il y a 5-6 ans. Sur l'autoroute A16, c'est le préfet qui a dit nous, on éteint ça parce que ça coûte 1 million par an d'entretien, d'éclairage, et ça n'apporte pas plus de sécurité. Donc, il y a eu une étude qui a été faite au bout de 2 ans, puisque les préfets avaient reçu des menaces de mort. Hein, ils les rendaient responsables de milliers de morts parce qu'il n'y avait plus d'éclairage sur ces autoroutes-là. Et donc, ils se sont rendus compte à la suite de ces 2 études qu'il y a eu 20% d'accidents en moins. Et pendant toutes les périodes sans éclairage, il n'y avait pas d'accident du tout pendant les périodes sans éclairage. Donc, ils ont démonté les installations pour être sûr que quelqu'un n'ait pas l'idée de les rallumer. Et si vous allez dans la région parisienne, vous pouvez voir ces panneaux-là qui ne sont pas du tout obligatoires. Hein, mais c'était juste pour prévenir que cette zone n'était plus du tout éclairée. Alors, est-ce que les biens et les personnes sont plus en sécurité sous la lumière? Eh bien, on peut faire confiance aux assureurs. Hein. Donc là, eux, ils ont commencé à faire des études là, sur le sujet dès les années 20. Est-ce qu'il faut mettre de la lumière pour être beaucoup plus en sécurité? Là aussi, ils n'ont pas été capables de dire que la lumière apportait un gain de sécurité. Au contraire, la lumière facilite le travail des gens qui veulent s'introduire chez quelqu'un.
Donc, un assureur ne va jamais vous obliger à mettre de la lumière. Il va plutôt vous obliger à mettre des serrures 3 points, des grilles renforcées, mais il ne va jamais vous dire de mettre de la lumière. Alors, pour l'anecdote, il y a eu les blackouts de New York et de Rome en 2003, ces deux villes quand même importantes, qui ont été plongées dans le noir à cause d'une panne électrique. Et donc, pendant toute une nuit, il n'y a pas eu d'éclairage. Et le Congrès a demandé à la police de faire un rapport justement pour savoir s'il y a eu des milliers de morts, si les loups sont revenus dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 nuits-là. Et la police a dit franchement, non, il ne s'est rien passé de plus. Il y a une nuit normale, hein, une nuit sans lumière, mais il n'y a pas eu d'agression plus que d'habitude. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est que 9 mois plus tard, il y a eu une recrudescence des naissances. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit coup. C'est que de l'eau. Donc, ce qu'on conseille, nous, ben, ce n'est pas du tout un éclairage permanent comme ça. Hein, on trouve des industries qui sont éclairées en permanence. Là, on facilite vers 2 heures du matin, on va faciliter le travail des gens qui veulent s'introduire dans l'entreprise, qui veulent fracturer les camions. Donc, ce qu'on préconise, nous, plutôt, c'est un détecteur de mouvement, un détecteur de présence qui va déclencher la lumière, justement, qui va déclencher une sirène. Ça sera beaucoup plus dissuasif que de laisser de la lumière en permanence. Et j'ai mis cette photo-là aussi, parce que ces 2 véhicules ont peur du noir. Là aussi, vaut mieux garer sa voiture dans une zone très sombre, très noire, si on ne veut pas se faire siphonner notre réservoir là en ce moment. Alors, je vais parler un petit peu du matériel, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Nous, nos préconisations depuis 25 ans, c'est donc de n'éclairer que le trottoir, de n'éclairer que le sol, aucune lumière au-dessus de l'horizontale, hein. C'est le sol qu'il faut éclairer. Donc, pour ça, il faut que la lampe soit bien encastrée dans le capot. Il faut que le verre protecteur soit parfaitement plat et que le luminaire soit installé à l'horizontale. Hein, donc, on peut trouver donc des lampadaires qui sont parfaitement bien conçus, tels que ceux-là. On voit que la lumière est parfaitement dirigée vers le bas. Maintenant, donc, on trouve des luminaires qui sont extra plats, donc ils doivent impérativement être posés à l'horizontale. Si vous avez une commune qui est historique, on peut très bien mettre des lampadaires de style. Là aussi, hein, donc aucun verre dessous, la lampe encastrée dans le capot et on voit que donc la lumière est parfaitement dirigée vers le bas. C'est exactement nous ce qu'on conseille. On n'est pas des intégristes, hein, on ne veut pas plonger les gens dans le noir. S'il y a besoin de lumière, il faut bien la mettre, mais justement à bon escient. Des très mauvais, bah, c'est la lampe qui dépasse, hein, donc il y aura toujours de la lumière qui passera sur le dessus. La lampe est bien cachée dans le capot, mais par contre, il y a un globe en dessous. Ce globe va absorber de la lumière qui sera renvoyée au-dessus de l'horizontale. Elle est très particulière, cette souris. Donc, qui va renvoyer de la lumière au-dessus du luminaire, et on peut le voir sur cette photographie. Donc, on voit la lumière précise la lumière donc, qui est dirigée vers le bas, et la lumière indirecte du globe qui part vers le dessus. Donc là, c'est pas du tout bon. Des très mauvais, bah ça c'est ceux-là. Hein. Donc là, c'est devant le Conseil général de Clermont-Ferrand. Donc on voit que la lampe est dans un espèce de petit cône là ici. La lumière est renvoyée sur un chapeau chinois qui est censé renvoyer la lumière vers le sol, mais on s'aperçoit que il y en a la moitié de la lumière qui est dirigée au-dessus et donc la moitié de la lumière part sur le dessus, donc ce lampadaire est très nul. Donc là aussi, hein, ça c'est toujours de la lumière qui va déborder sur le dessus. Là aussi, des très très nuls, c'est les fameux lampadaires boules. Donc là maintenant, ils sont interdits. Petit à petit, ils sont remplacés, mais il y en a encore des millions qui sont encore en jeu. Donc, ils peuvent être très bien, pas être parfaitement ronds. Hein, ils peuvent être de forme très bizarre. Et ceux-là, bah, ils sont installés au moins pour 40 ans.
hein, puisque la durée de vie d'un lampadaire, c'est 30 ou 40 ans. Voilà donc un lampadaire qui est très bien conçu, mais par contre, il est incliné à 20%. Donc là, c'est un lampadaire qu'on va voir à 200 km. Et donc, on s'aperçoit que là aussi, ces espèces de cigarettes, donc c'est très, très nul, hein, puisque ça envoie de la lumière dans tous les sens. Donc, on le voit sur la façade, là, ici, hein, on voit que la gouttière est parfaitement bien éclairée, alors qu'elle ne devrait pas être éclairée. Donc, on trouve aussi des plans lumière. Hein, donc, beaucoup de communes ont été séduites par des éclairagistes qui leur ont dit, vous aurez une belle commune, on va éclairer le clocher, on va éclairer les façades, on va tout éclairer. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de lumière qui est dirigée vers le ciel. Et là, donc, c'est une catastrophe phénoménale, puisque ça, c'est de la pollution lumineuse à l'état pur. Donc, les industries aussi hein, donc sont très polluantes. Hein. Elles participent actuellement pour moitié à la pollution lumineuse. Hein. Il n'y a pas que l'éclairage public, hein, il y a aussi les industries qui sont génératrices de pollution lumineuse. Alors, je vais vous parler de la notion de ULOR. C'est le terme anglais, hein, je vous laisse lire. Il n'y a pas une... Tiens, je vais mettre un papier parce que... Hop. Cette souris, elle se balade. Ah, bah oui, elle se balade beaucoup mieux. Donc, c'est le terme anglais qui a été retenu. Ça veut dire la quantité de lumière qui part au-dessus de l'horizontale. Donc, voilà la région d'Annecy, Grenoble, Chambéry. Et donc, dans l'association, on a une personne qui travaille au CEA qui est championne dans tout ce qui est simulation. Donc, voilà, donc la pollution lumineuse telle qu'elle est, dès qu'on peut le voir sur les cartes, au-dessus de cette région-là, on s'aperçoit que des zones protégées telles que la Vanoise, les parcs nationaux, là ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc normalement, ils devraient être plongés dans le noir, donc protégés de la pollution lumineuse, mais on s'aperçoit que la pollution lumineuse, comme toutes les pollutions, elle n'a pas de frontières et elle revient sur ces zones qui devraient être protégées et on s'aperçoit qu'elles sont quand même impactées par la pollution lumineuse. Donc voilà la situation actuelle en France. Les chiffres, c'est pas nous qui les inventons. Hein. La puissance, c'est l'ADEME. Hein, ça a été donné par l'ADEME. C'est des chiffres qui datent de 2015. C'est des chiffres tout à fait officiels. Hein. Donc la puissance moyenne de l'éclairage public en France est de 140 watts et le ULOR est de 14%. Donc il y a 14% de lumière qui part au-dessus de l'horizontale. Si ce ULOR, si on ne change pas du tout la puissance, mais qu'on change uniquement la quantité de lumière qui part au-dessus de l'horizontale, si on le met à 0%, ben on s'aperçoit que toutes les zones, tous les parcs nationaux sont protégés de la pollution lumineuse. Il n'y a plus du tout de pollution lumineuse sur ces zones-là. Donc, on voit l'importance de cette lumière qui part au-dessus de l'horizontale. Alors, qu'est-ce que je vous montre là? Là, donc, c'est ce que l'œil humain peut voir. Ça va donc du rouge. Au-dessus, donc, c'est les infrarouges, on ne les voit pas. Donc, c'est à 700 nanomètres. À 400 nanomètres, donc, c'est le violet. Et au-dessous, c'est les ultraviolets, on ne les voit pas. Donc, première conséquence, il ne faut pas utiliser des lampes qui produisent des ultraviolets. C'est utiliser de l'énergie pour produire une lumière que nous ne voyons pas. Donc là, c'est ballot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ne voient pas du tout comme nous. La plupart des animaux ne voient pas du tout les rouges. Le rouge est essentiellement vu par les humains et quelques espèces arboricoles. Les oiseaux ne voient pas les rouges, mais par contre, ils voient les bleus et ils voient aussi une partie des ultraviolets, les proches ultraviolets. Les insectes, eux, ne voient pas du tout les rouges ni les verts, mais les insectes voient essentiellement en bleu et en ultraviolet. Les insectes voient essentiellement en ultraviolet. Donc, on s'aperçoit qu'il ne faut surtout pas utiliser, si on veut avoir une lumière qui soit pas trop impactante sur l'environnement, eh bien, il ne faut surtout pas utiliser du bleu et des ultraviolets. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est des lampes qui ont une couleur chaude. C'est ce qu'on appelle, on les appelle comme ça, c'est donc une couleur chaude. C'est la lumière jaune-orange caractéristique des lampes au sodium. Hein, donc, c'est... le terme, c'est en degrés Kelvin.
Donc, nous, nos préconisations, c'est donc 1800 Kelvin, 2000 Kelvin au maximum, 2200, 2400 Kelvin au grand maximum. C'est cette lumière-là qui a le moins d'impact sur la faune, et essentiellement sur les insectes. Et ce qu'on trouve, surtout avec l'arrivée des LED, dont je vais vous parler, donc on trouve des lumières qui sont très blanches, très crues, qui, elles, sont très néfastes pour l'environnement. Donc, voilà les différents types de lampes qu'on peut trouver. Donc, les lampes au sodium basse pression, donc on en trouve très peu. Hein, donc, c'est des grands tubes, mais qui ne sont pas faciles, qui font une seule lumière orangée qu'on ne peut pas utiliser en éclairage public. Et les lampes au sodium qu'on voit couramment, qui font cette lumière jaune caractéristique, hein, donc c'est ces lampes-là. Les lampes au mercure sont interdites à la vente depuis 2015. Ça, c'est une bonne chose, puisqu'elles produisaient beaucoup d'ultraviolets et elles étaient très néfastes et, puis, et surtout absolument pas efficaces. Et ce qu'on trouve aussi couramment, c'est les iodures métalliques, les halogénures, des lampes qui s'appellent Cosmo 8 ou quelque chose comme ça, qui, elles, donc, ont un spectre très important et qui produisent, elles aussi, des ultraviolets. Mais les éclairagistes préfèrent utiliser ces lampes-là plutôt que les sodium, parce qu'elles ont tendance elles ont une durée de vie un petit peu plus courte, et ce qui fait qu'il faut les changer plus souvent. Donc, depuis quelques années, maintenant, on voit arriver sur le marché des LED. On a été très inquiets à voir arriver les LED sur le marché, puisque ces LED, elles ont un pic de lumière sur le bleu. Donc, et c'est pour ça qu'on les voit, nous, essentiellement très blanches, très crues, très éblouissantes. Et donc, la lumière des LED est très impactante sur la faune, sur l'environnement. Autre chose, sur les LED, elles ne sont pas du tout recyclables. Et tout ce qui n'est pas recyclable, contrairement aux lampes au mercure, aux lampes au sodium, tout ce qui n'est pas recyclable, nous, on ne veut pas en entendre parler. Donc, depuis 4-5 ans maintenant, il existe ce qu'on appelle des LED ambrés, qui ont la même couleur, le même spectre lumineux que les lampes au sodium. Nous, ce sont les LED, puisque maintenant on ne voit que par les LED, les éclairagistes ne voient que par les LED. Nous, ce qu'on préconise, c'est ces couleurs ambrées qui ont une température de couleur d'environ 2000 Kelvin. Par contre, elles ne sont toujours pas. Alors, elles sont toujours pas recyclables, hein, bien sûr, toujours pareil. Hein, mais les éclairagistes ne veulent pas du tout entendre parler de ces LED-là, justement à cause du rendu des couleurs. Hein. Alors, effectivement, dans une dans une rue commerçante, bon, pourquoi pas. Mais quand c'est une rue pavillonnaire, aucun intérêt d'avoir donc des LED blanches. Je vais finir par toute la boutique. Alors, donc, la consommation. Alors, voilà, consommation. Donc, c'est une tranche nucléaire. L'éclairage public, c'est une tranche nucléaire. Donc, c'est des chiffres qui sont donnés par l'ADEME. Hein. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Hein. C'est des chiffres qui sont tout à fait officiels. N'est pas tenu en compte toutes les lumières qui sont générées par les industries, puisque là, on n'a aucun chiffre. Par contre, les chiffres générés par l'éclairage public, là, on a des chiffres qui sont très précis. Donc, en 2015, il y avait 11 millions de lampes d'installées. Donc, d'après les derniers chiffres que j'ai vus passer, on en serait à 13 millions là, actuellement. Mais donc, il n'y a aucun chiffre officiel. Ça fait à peu près un luminaire pour 7 habitants. On peut trouver dans des communes très rurales un luminaire pour 4 habitants parce que ce sont des communes qui sont beaucoup plus étendues. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Donc, pour des communes très rurales avec qui sont très étendues, on peut trouver un luminaire pour 4 habitants. Sinon, la moyenne France, c'est 1 pour 7. Donc, depuis 10 ans, le nombre de points lumineux augmente de 30%, hein, et la pollution lumineuse a augmenté de 94% en 20 ans. Alors, excusez-moi.
Je vais essayer de parler un peu moins fort. Alors, on a créé ce graphique, on a publié ce graphique en 2015. Pourquoi en 2015? Parce qu'il y avait la COP 21 qui était sur Paris. Là, actuellement, on compte beaucoup aussi sur la COP 27, hein, mais donc en 2015, on s'est dit, nos dirigeants vont être raisonnables, ils vont réduire leur consommation, ils vont réduire leur impact sur l'environnement. Et nous, tout ce qu'on demandait, c'est revenir à l'état de l'éclairage public, toujours le même, de 1992. On ne veut pas revenir dans les années 60, hein, puisque là, c'est un graphique sur l'éclairage public, sur l'évolution de l'éclairage public de 1960 à 2015. Et donc, on voit que la consommation liée à l'éclairage public augmente tout doucement, et on s'aperçoit que depuis le début des années 2000, les consommations mettent un palier. Tout simplement parce que le matériel est beaucoup plus performant, donc il a moins tendance à consommer. Ça va dans le bon sens, hein, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc le matériel consomme beaucoup moins. Donc ce qu'on pourrait dire, puisque le matériel est plus performant, on ne va pas en mettre plus, au contraire, on va en mettre moins. Mais dans l'idée des éclairagistes, non, pas du tout, pas du tout. Puisque le matériel consomme moins, on va en mettre plus. C'est la ligne rouge. Donc, le nombre de points lumineux augmente en flèche, et ce qui fait que la pollution lumineuse, elle monte en flèche également. Et ça, donc, cette ligne orange, c'est ce que voient les insectes. Exactement, c'est la lumière que voient les insectes. Et là où il y a des paliers, c'est quand sont arrivés sur le marché des nouvelles lampes au sodium qui ont moins d'impact sur leur vision. Mais comme la pollution lumineuse a tendance à augmenter, eh bien, l'impact sur les insectes augmente en flèche également. Donc, on pouvait penser qu'à partir de la COP 2015, ça aurait été en diminuant. Pas du tout, hein, ça continue à augmenter, hein, puisque les derniers chiffres que j'ai vus, ça continue à monter en flèche. La courbe n'est pas du tout descendante, elle est toujours en augmentation. Alors, parlons de consommation. La consommation, donc ça, c'est le chiffre donné par l'ADEME en 2017. Ça coûte aux contribuables français 650 millions d'euros aux contribuables français. Hein. Et on s'aperçoit que la consommation liée à l'éclairage public pour une commune, ça représente quand même 21% de consommation, rien que l'éclairage public. Et sur la facture, ça représente 25% de la facture d'énergie sur l'éclairage public. Donc, c'est des chiffres qui sont énormes. Et en 2010 est arrivée la loi NOM, puisque EDF voulait faire tourner les centrales nucléaires même la nuit, puisqu'il y avait moins de consommation la nuit. Et EDF incitait les communes à éclairer les stades de foot toute la nuit, et elle vendait l'électricité liée à l'éclairage public quasiment à prix coûtant. Et l'Europe a mis un terme à cet état de fait. Et donc est arrivée la loi NOM en 2010, et donc l'électricité liée à l'éclairage public a augmenté de 5 à 7% tous les ans. Et l'éclairage public est en passe de devenir un luxe, puisque beaucoup de communes maintenant ont du mal à payer les consommations liées à l'éclairage public. Et alors, justement, si on réduit les consommations, tiens, la diapositive suivante ne veut pas passer. Pourquoi elle veut? Ah, voilà. Donc, on retrouve le graphique que je vous ai montré tout à l'heure avec le ULOR à 0% et avec une consommation moyenne France de 140 watts. Si cette consommation, on la baisse de moitié, si on la met à 70 watts seulement, on s'aperçoit que les zones protégées de la pollution lumineuse augmentent considérablement. Par contre, toutes les grandes villes sont toujours très bien éclairées. Hein, donc, nous, c'est ce qu'on veut, moins de consommation et puis moins de lumière qui part au-dessus de l'horizontale. Et alors, donc, nous, notre discours depuis 25 ans, c'est l'extinction en milieu de nuit. Et j'insiste beaucoup sur le terme milieu de nuit, parce que c'est un sujet qui est hautement polémique.
si on utilise un autre terme, il peut être mal interprété et déclencher un phénomène de rejet. Alors que le terme milieu de nuit, ça veut tout dire. Puis après ça, donc la commune l'adapte comme elle le veut. S'il y a une salle de spectacle, c'est normal que ce soit éclairé quand tous les gens sortent de la salle de spectacle. S'il y a des ramassages d'ouvriers, c'est normal que les arrêts-bus soient éclairés à ce moment-là. Donc les communes peuvent éteindre à 23 heures, à minuit, donc, voire à 1 heure du matin. Donc ça n'a aucune importance. Ce qui compte surtout, c'est qu'il y a cette extinction en milieu de nuit. Donc, sur le Puy-de-Dôme, j'ai recensé 278 communes qui éteignent en milieu de nuit. Donc, c'est variable. Il y a des communes qui éteignent à 22 heures, d'autres à 23 heures, à minuit. Et il y en a certaines communes qui ne rallument pas le matin pendant la période du juin, juillet, août. Alors, beaucoup de communes maintenant donc éteignent en milieu de nuit et on s'aperçoit que pour cette commune-là, donc on voit là ici la consommation qui chute brusquement parce que elle est éteinte en milieu de nuit. Donc c'est la commune d'Aulnat, je ne me rappelle plus. Donc à partir de 2012, donc elle a éteint donc en milieu de nuit. On se voit que la consommation a baissé considérablement. Elle a modernisé un petit peu avec ses économies, donc elle a modernisé un petit peu le matériel, ce qui fait que la consommation, au lieu d'augmenter, au contraire, elle a tendance à diminuer puisqu'elle met du matériel de plus en plus performant. Et donc, on s'aperçoit que la facture, elle a diminué considérablement, mais comme il y a cette loi NOM qui impose l'augmentation tous les ans, donc elle remonte régulièrement, alors que elle aurait dû se retrouver là ici, et cette commune-là, je ne vois pas bien sur mon écran, donc cette commune quand même économise 10 000 euros rien qu'avec l'extinction en milieu de nuit. Et pour le plaisir, donc voilà avant, voilà après, donc on ne retrouve plus du tout ce halo lumineux qui coiffe nos villes donc au loin. Alors, le cadre juridique. Donc, vous avez ce monsieur qui est spécialisé, c'est un avocat qui est spécialisé, Joël Talino, qui est originaire de Loubera, dans le Puy-de-Dôme. Et donc, il est spécialisé, alors maintenant il habite à Paris, il a un gros cabinet. Et donc, il est venu faire une conférence là, ici sur le Puy-de-Dôme. Et donc, il a bien éclairé l'aspect juridique de l'éclairage public. Il n'y a aucun texte prise de mettre de l'éclairage à cet endroit-là, bon état de fonctionnement. Mais il n'y a rien qui peut imposer de mettre de la lumière à tel ou tel endroit. Ce n'est pas une obligation, et ce n'est pas un service public, c'est un service rendu à la... Donc, si un automobiliste se plante au milieu de la ville et qu'il va se plaindre qu'il n'y avait pas de lumière, vaut mieux lui faire un test alcotest ou contrôler sa vitesse plutôt que d'incriminer l'éclairage public. De 2017 qui est fourni par l'ADEME, c'est un chiffre tout à fait officiel. Donc ça coûte l'entretien de l'éclairage public, ça coûte 900 millions d'euros aux contribuables français. Et il y a beaucoup de communes qui ont du mal à payer l'entretien de leur éclairage public parce que ça coûte une fortune. Le moindre déplacement d'un camion nacelle, c'est tout de suite 800 euros, 1000 euros. Donc plus on met de matériel, plus il y aura d'entretien à faire. Alors, tout ça, ça génère également des déchets. L'éclairage public génère des déchets, lui aussi. Et ça, c'est une étude qui avait été faite, qui date de 2013, mais qui est toujours d'actualité. Le matériel rien que électronique de l'éclairage public, ça représente sur la France
537 000 tonnes rien que de déchets électroniques. Ce déchet électronique, hein, vous savez ce qu'on en fait, hein, c'est mis dans des caisses et puis c'est expédié en Afrique pour des soi-disant recyclages. Donc là aussi, plus il y a de matériel, plus il y aura de déchets à la longue. Alors, quelle que soit la commune, il y a 15% de points lumineux qui servent strictement à rien. Et quelle que soit la dimension de la commune, hein, que ce soit une toute petite commune, une commune comme Clermont-Ferrand, il y a 15% de points lumineux qui servent à rien. Là, donc, sous ce lampadaire, là, ici, il y a des chevaux là, derrière la haie. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'éclairer des chevaux. Là, il y a un lampadaire tous les 3 mètres. C'est à Aurillac. Donc, là, on voit que la commune s'est fait amuser par des éclairagistes. Là, ici, il y a 3 lampadaires là, qui éclairent des pelouses. Dans quel but, on n'en sait rien. Et on trouve, là, ici, c'est du côté de Chambon-sur-Lac, des lampadaires en pleine campagne pour éclairer quoi? Rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation, c'est en pleine campagne. Donc, il n'y a pas besoin d'éclairer de la campagne. Alors, je vais terminer un petit peu avec la prévention. Donc, en 2010, il y a eu les discussions du Grenelle 1 et du Grenelle 2. On n'a pas été invités pour parler de pollution lumineuse, donc on ne voulait pas de nous. Hein. Donc, face aux associations environnementales, il y avait des industriels, des lobbies industriels qui, eux, ne voulaient pas entendre parler des réductions de consommation, des réductions de quel que soit. Donc, nous, on s'est imposé, on a parlé de pollution lumineuse et la ministre de l'Environnement de l'époque s'est dit pollution lumineuse, il y a peut-être quelque chose à gratter. Donc, elle nous a classés avec les nuisances dues au bruit. Donc, on a pris ce qu'on nous a donné, donc on a discuté. Pour y avoir participé, ça a été épouvantable, c'était énorme, puisqu'on avait les industriels en face qui ne voulaient surtout pas voir des baisses de consommation. Et finalement, il en est ressorti l'article 173 de la loi du Grenelle 2 qui préconise des mesures de prévention, de suppression ou à défaut limitation. Et là, donc, c'est exactement ce qu'on souhaitait. Là, maintenant, la pollution lumineuse est entrée dans la loi. Et ça nous donne un cadre juridique. Et il en est ressorti, donc ça ne veut pas passer, la diapositive suivante. Pour quelle raison? Voilà, donc c'est très long, c'est très long à passer. Donc il est sorti donc un décret en 2012, un arrêté d'extinction relatif aux enseignes lumineuses. Toutes ces enseignes lumineuses doivent être éteintes au plus tard à 1h du matin. On avait participé aux discussions justement pour la mise en place de cet arrêté. Nous, ce qu'on voulait, c'est 23 heures. Donc le législateur a mis 1h du matin. Donc, c'est déjà une bonne avancée. Donc, tout ce qu'on espère, c'est que petit à petit, ça passe à minuit, puis peut-être à 23 heures. Hein, et puis que ce soit vraiment que les enseignes soient éteintes après la fin d'activité. En 2013, donc, il y a eu cet arrêté d'extinction sur des monuments. Depuis 2013, les bureaux doivent être éteints. Tous les bureaux doivent être éteints puisqu'ils ont un impact sur la migration des oiseaux. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les bureaux doivent être éteints au plus tard à 1h après la fin d'activité, puisque on peut supposer qu'il y a des femmes de ménage qui vont passer après. Les façades, les vitrines, les enseignes, donc ils ont repris le même terme, les enseignes doivent être éteintes au plus tard à 1h du matin. Et pas de rallumage avant 7h du matin. Et pareil, donc là, pareil, les monuments doivent être éteints au plus tard à 1h du matin et pas de rallumage dans la journée. Là aussi, ce n'est pas toujours suivi des faits. Il y a un arrêté qui est passé totalement inaperçu, qui date de 2007, qui interdit ce genre de spot au sol au milieu du trottoir. Là, donc, si tous ces trucs-là, là où passent des piétons, si jamais une personne est éblouie et qu'elle se casse la figure, eh ben, ça peut être considéré comme un obstacle sur le trottoir et le maire peut être inquiété si la personne est blessée parce qu'elle a été éblouie par ce genre d'éclairage qui est totalement inutile puisque c'est 100% de lumière qui part au-dessus
qui part vers le ciel. Et puis, il y a eu les arrêtés successifs, celui de 2018 qui reprend donc les deux précédents sur l'extinction des enseignes et des vitrines. Ils ont inclus aussi l'extinction des parkings, puisque des parkings, parcs et jardins, puisque ceux-là n'en faisaient pas partie. Des jardins publics qui étaient fermés donc le soir, et ben, ils étaient éclairés quand même toute la nuit. Il est rentré aussi la température de couleur sur cet arrêté. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est donc une température de couleur au maximum de 2400 Kelvin. Le législateur, lui, a mis 3000 Kelvin. C'est encore beaucoup trop, mais c'est déjà une bonne avancée puisque la notion de température de couleur est entrée dans la loi alors qu'elle était totalement, elle était absolument pas vue par les éclairagistes. Donc, c'est déjà une bonne avancée. Donc, tout ce qu'on espère, c'est que par la suite, ça descende petit à petit aux valeurs que nous souhaitons. La notion de Hulot aussi est entrée dans la loi puisqu'elle était totalement passée inaperçue jusqu'à présent. Nous, ce qu'on voulait, aucune lumière au-dessus de l'horizontale, hein, c'est bien vers le sol qu'il faut éclairer, c'est pas vers le ciel qu'il faut éclairer. Donc, le législateur a mis, puisqu'il devait y avoir des éclairagistes derrière, donc le législateur a mis 4% au plus. Nous, ce qu'on voulait, c'est une valeur négative. Donc, le législateur a mis 4%. 4%, c'est encore beaucoup trop. Donc la notion de Hulot est entrée dans la loi, c'est déjà une bonne avancée. Tout ce qu'on espère, c'est que par la suite, ce Hulot passe à une valeur négative. Donc le flux sortant, donc là aussi, ça limite un peu, c'est un peu un terme technique, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. 35 lumens par mètre carré, c'est encore beaucoup trop. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'est un grand maximum 18, voire 20. Mais bon, là aussi, donc le flux sortant, là aussi, est entré dans la loi. Et donc, il y a une interdiction maintenant d'éclairer directement l'eau, puisqu'on voyait donc des cours d'eau, des plans d'eau. Si vous allez à Ussel, il y avait des gros projecteurs qui éclairaient la Dordogne. Donc ça, c'était une catastrophe. Donc maintenant, ces éclairages sont totalement interdits. Et la mise en application, c'était dès le 1er janvier 2020. Et pour les installations qui sont déjà existantes, donc ils ont jusqu'à 2025, le 1er janvier 2025, pour se mettre en conformité. Il y a eu la loi sur la transition énergétique hein, qui est toujours en cours, hein, le PCAET, le plan climat-air-énergie, hein, qui inclut les nuisances lumineuses. Ils n'ont pas voulu mettre pollution lumineuse, ils ont mis nuisances lumineuses. Donc, les communes qui sont tenues de faire un plan climat et un PCAET donc, doivent tenir compte de cette nuisance lumineuse. Un chiffre, donc l'éclairage public génère 670 000 tonnes de CO2 par an, ça faut le dire. Hein. Ça, c'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est l'ADEME, c'est un chiffre qui date de 2017. Deux adresses utiles, vous pouvez les noter. Je vous les laisse lire, hein, donc le site de la NPCEN, un site aussi un petit peu plus technique hein, qui rentre plus dans les détails sur les décrets et sur les textes de loi, les différents textes de loi. Donc, prenez-en note. Hein, si vous voulez des renseignements, donc vous pouvez trouver pas mal de renseignements là-dessus. Sinon, vous pouvez me contacter. Oui, vous devez avoir certainement mon adresse. Hein. Je vous remercie de votre écoute. Je vois qu'il y a 7 personnes qui ont envoyé un petit commentaire. Je n'arrive pas à l'avoir avec ma souris. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser lever la main si vous voulez. Mais tous leurs micros sont… Oui, Daniel. Ah. Daniel, c'est Raymond. Oui. Bonjour, Daniel. Donc, excellent. Est-ce qu'on pourra disposer de ton travail? Est-ce qu'on pourra accéder à ton travail pour avoir donc ceci sous les yeux?
Pas de souci. Vous avez certainement mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail et puis je vous le mettrai sur un WeTransfer. Pas de souci pour ça, je peux vous le transmettre sans aucun problème. Très bien, je te remercie, Daniel. Donc, Prune, là aussi, vous demandez à Prune. L'enregistrement sera mis sur notre site internet et bien sûr, si Daniel a l'air d'être d'accord pour transmettre son diaporama, je transmettrai tous les documents qui vous seront présentés là aujourd'hui d'ici la semaine prochaine. Bah, si tu le mets sur le site internet, c'est plus facile, oui. Oui, oui. Bon, d'accord, pas de souci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vois que voilà, certaines personnes doivent partir. Je voudrais vous présenter avant la fin donc la campagne pollution lumineuse qu'on met en place. Alors, je vais vous repartager mon écran. Hop. Donc, la campagne pollution lumineuse, c'est une campagne d'identification des éclairages sur les milieux aquatiques, enfin des milieux aquatiques qu'on mène ici à la FRAN. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser justement les gestionnaires de ces éclairages, donc les élus principalement, mais ça peut être aussi les industriels, les commerces, etc., dans un objectif de supprimer cette pollution. La campagne, elle est assez simple, hein. C'est une campagne participative, hein. On demande aux citoyens de participer, aux bénévoles de participer. Donc, la première étape, c'est d'identifier ces points lumineux qui sont directs ou indirects sur les cours d'eau et sur les étendues d'eau. Donc, on commence par prendre une photo avec de préférence le reflet sur l'eau, donc c'est mieux si c'est de nuit, mais bon, une photo aussi, même de jour, de l'éclairage. Avec le projecteur, oui. Oui, avec le projecteur, c'est déjà bien. Donc, de noter l'heure et l'adresse de cette photo et d'indiquer le type d'éclairage, s'il est direct ou indirect, quel est l'outil qui sert à éclairer, donc un réverbère, une colonne lumineuse, etc. Et noter le type de milieu, donc est-ce qu'on est sur, j'ai mis un E à mare, donc est-ce qu'on est sur une mare, un étang, une rivière, et aussi, si vous avez l'information, bien sûr, notez si l'éclairage est dans l'espace public ou dans l'espace privé. Voilà, pour qu'on sache qui recontacter. Donc, bien sûr, j'ai créé une fiche qui peut vous aider à remplir les informations. Vous pouvez me les envoyer sans forcément remplir la fiche si vous les avez. Mais voilà, la fiche peut vous aider à vous rappeler de tous les éléments qui peuvent nous être utiles. Et après, donc là, je vous montre, vous voyez, c'est des photos de Daniel. Là, vous voyez, c'est le jour et pourtant, on voit très bien que ces luminaires-là, ils vont être directement sur le cours d'eau. C'est à Vichy, je crois. Non, c'est à Ussel. C'est à Ussel, c'est la Dordogne qui coule. D'accord. Voilà. Et donc là, on est sur le pont Valjean qui éclairé par le haut et par le bas aussi. Même si Daniel disait tout à l'heure que c'était des lumières chaudes, c'est le moins pire. Mais c'est pire quand même. Ouais. Voilà, il a expliqué tout à l'heure, hein, c'est pour les espèces migratrices, ça fait vraiment un barrage. Ouais. C'est un barrage. Donc, ils ont assez des barrages physiques sans avoir besoin d'avoir les barrages lumineux. Donc, vous voyez, il y a différents types voilà, que Daniel vous a présenté. Donc, il ne faut pas hésiter à indiquer quel type d'éclairage c'est. Et ensuite, vous nous envoyez toutes ces informations donc, au mail. Je vous renverrai un mail à tous avec les informations. Donc, vous pouvez le noter. Donc, pollution-lumineuse.orange.fr. Vous nous envoyez un mail avec les photos et à minima le lieu de prise de photo. Voilà, on a au moins ces deux informations-là, la photo et le lieu. Et voilà, nous, après, derrière, on se chargera d'aller sensibiliser le gestionnaire sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce que vous avez donc des questions? Je vois qu'il y a un petit... Alors...
Alors, donc, je vous dis merci pour cette présentation fort intéressante. Ma commune d'Oteza pratique l'extinction nocturne depuis près de 30 ans et vient de réduire récemment la plage horaire de l'éclairage. Eh ben, et justement, c'est les horaires, les nouvelles horaires, parce que je dois l'avoir dans mon tableau, Oteza, autant que je me souvienne. Les nouvelles horaires, vous les avez? Bah, sinon, je me renseignerai parce que je vérifie toujours sur mon tableau, je mets des chiffres et je me renseigne toujours auprès de la mairie. Alors, je vois qu'il y a Angéline aussi qui a une question. Vas-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Angéline Sénécal de Loire Grand Migrateur. Donc, je vois que vous avez passé effectivement 2 fois la photo du pont et du barrage de Régemorte à Moulins. Et je voulais savoir si par rapport à la loi, puisque cet éclairage-là est hors la loi du coup, et je voulais savoir, enfin en tout cas par rapport au texte de 2018, je voulais savoir s'il y avait des dérogations par rapport aux ouvrages inscrits, classés, puisque c'est le cas de Régemorte. Il y a aucune. Non. Donc, ils rentrent dans le cadre de la loi. Il n'y a pas de dérogation. Ils vont être en 2025, ils vont être tenus d'éteindre toutes ces lumières qui sont sous le pont, qui éclairent directement l'eau. Donc, Oui. ce qui n'entre pas dans la ligne de compte, c'est l'éclairage public qui est sur le pont, hein, puisqu'il y a des passages pour piétons. Donc, là où circulent les piétons, ça doit rester éclairé. Mais par contre, l'éclairage qui est dessous, qui est direct sur l'eau, donc lui, ça devrait être éteint. D'accord, donc à partir de 2025, on est en droit de réclamer l'arrêt de ces éclairages, puisque comme vous l'avez dit, ça constitue, alors non seulement il y a un ouvrage qui constitue un obstacle à la migration physique, bien qu'il soit équipé de dispositifs de franchissement mais qui ne sont pas complètement satisfaisants, mais en plus on a un barrage dû à la pollution lumineuse pour les migrateurs qui migrent la nuit. C'est exactement ça. Alors, rien ne leur interdit de faire dès maintenant. Hein. Au contraire, ça serait même mieux. Hein. Rien ne leur a interdit, pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. De le faire dès maintenant. Hein. C'est pas Oui. pas la peine d'attendre 2025. Ok, merci. Il y a une question dans le chat qui dit: avez-vous des sujets au cas par cas pour chaque commune? Non, bonjour, Weber Stéphane de la ville de Châtel-Guyon, je suis le directeur des services techniques. Moi j'ai déjà entendu parler de M. Rosset, j'ai déjà eu pas mal de sujets de remontée d'informations par les élus, mais ça reste éparse et ponctuel. Est-ce que, à tout hasard, donc moi je parle au nom de ma commune, mais là je vois que vous avez pas mal baroudé, entre guillemets, sur les secteurs. Est-ce qu'il y a toute une liste d'observations qui pourrait faire l'objet d'un échange avec les élus ou est-ce que ça a déjà été remonté? Ben oui, surtout à Châtel-Guyon. La ville de Châtel-Guyon, j'en ai pas parlé, mais elle a fait le concours Ville et Village étoilés de la UPCRN et elle a obtenu une étoile grâce à l'extinction, grâce à la disparition des lampes au mercure. Donc, elle a aussi arrêté le clocher qui n'est plus éclairé, le monument aux morts qui était éclairé de façon démentielle lui aussi. Donc tout ça, ça lui a permis d'avoir des points supplémentaires et elle a obtenu une étoile. Et j'ai espoir à ce qu'à la prochaine édition, qu'elle ait une deuxième étoile. D'accord. Mais vous n'avez pas toute une liste d'observations, là comme je vois par exemple à Ussel, vous aviez repéré des points. Est-ce que vous, en passant sur les secteurs, vous aviez déjà des informations, des observations? Je ne comprends pas votre question. En fait, je sais que vous êtes intervenu déjà plusieurs fois sur Châtel-Guyon et je voulais savoir si vous aviez des points particuliers sur certaines communes déjà remontées. On coupe la nuit, on fait attention à certains secteurs, mais après, moi j'ai bien entendu tout votre diaporama, etc. Mais voilà, je voulais savoir s'il y avait des idées ou s'il y avait des échanges plus approfondis à avoir avec les élus ou si c'était à nous de creuser directement avec les élus sur
de type Non, de non, projet. alors effectivement, j'interviens beaucoup sur les communes qui sont. Moi, j'habite à Châtellerault, donc c'est un coin que je connais très bien. Et on a fait une réunion à destination des élus il y a 2 ou 3 semaines, qui avait été organisée par Nathalie Abélard. Nathalie Abélard, et donc était intervenue en même temps la LPO, Chaussures-et-Auvergne, et le SIEG, donc était présent aussi. On s'aperçoit que le SIEG a mis un peu d'eau dans son vin. Il a bien insisté sur le fait que le SIEG était bien au service des communes et non pas au service des éclairagistes, puisque bien souvent on pense que le SIEG est au service des éclairagistes avant d'être au service des communes. Donc il a bien insisté là-dessus. Et puis j'ai parlé moi aussi donc des extinctions et puis des différents textes de loi. Alors, donc, il y a beaucoup de communes de RLV qui sont en avance sur le sujet. Hein. Donc, Le Chais-sur-Morge, Mémétrol, donc ça, c'est des communes qui ont bien compris le problème. Même la ville d'Enza, là, maintenant, elle a pris vraiment de bonnes mesures. Maintenant, il ne reste plus que la ville d'Orion à mettre au pied du mur. Donc, la ville d'Orion, ça n'avance pas du tout, rien n'avance autour d'Orion. La gare est éclairée de façon démentielle. Il y a des spots au sol qui sont tout le long de la gare. Et puis, les poubelles sont stockées au-dessus des spots. Donc, les spots éclairent le fond des poubelles. Donc, et donc, tous les arbres sont éclairés autour de la gare d'Orion. Et alors, pour info, maintenant, les gorges d'Enval sont éteintes. Ah, je n'ai pas fait attention. Ah ben non, parce qu'ils ont fait ça en catimini. Moi, j'ai envoyé plusieurs courriers au maire depuis une quinzaine d'années. Et beaucoup d'associations aussi ont travaillé là, sur le sujet. Et moi, je lui ai dit, ben, pour les éteindre, vous pouvez communiquer et dire que ça va dans le sens de l'environnement. Vous voulez faire des économies, diminuer les consommations. Vous pouvez communiquer auprès des médias que vous allez éteindre les gorges d'Enval dans un souci d'économie. Non, il l'a fait en catimini, sans rien dire à personne, et donc les gorges d'Enval sont éteintes depuis un mois. Ok. Non, mais très bien, très bien. Merci. Donc, il y a Raymond qui a posé une question qui est les nouveaux horaires de 40 ans correspondent à quelle surconsommation en mégawatts et en CO2 je vois pas, je comprends pas la question. Oui, moi non plus, Raymond. Raymond, tu peux nous le dire de vive voix? On a perdu Raymond. Ah ben non, ton micro est éteint, mais Raymond. Bon. Ah, il n'a pas de micro disponible. Ah, ben d'accord. Bon. Non, c'est pas Raymond, c'est Anthony. Anthony, c'est Anthony. Si Raymond arrive à se connecter, on lui reposera la question. On va passer à la question d'Anthony, qui voulait savoir si on faisait des suivis de qualité d'eau via des bioindicateurs. Alors non, nous, on ne le fait pas, donc on n'a pas nous-mêmes de mesures pour savoir les effets exacts de la pollution lumineuse. Voilà. Ah oui, c'est difficile à chiffrer ça. Ouais. Alors, Angéline a une nouvelle question. Oui, du coup, concernant l'enquête là qui est intéressante, je voulais savoir si, à votre connaissance, sur d'autres territoires, des associations affiliées à FNE ou autres faisaient la même chose, puisque, enfin, je pense en particulier au bassin de la Loire, puisque nous, on travaille sur le bassin de la Loire. Alors, non, je n'avais pas trouvé d'association qui faisait ce travail-là. Cependant, il y a FNE Midi-Pyrénées qui se lance également sur cette thématique-là là, actuellement, en même temps que nous. Mais c'est vrai que sinon, sur le bassin de la Loire, je n'avais pas trouvé de structure qui faisait la même chose. Voilà. D'accord. Au pire, on peut noter des points et puis faire remonter quand même. Oui, vous pouvez noter des points, et même en dehors de l'Auvergne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous envoyer.
Il y a des Ouais, et j'y pense maintenant, du coup, ça peut peut-être aussi être monté dans le cadre de Sentinelle de l'environnement quand on voit des choses qui ne sont pas réglementaires, par exemple. Ah bah oui, tout à fait. Il y a des départements qui sont un peu en avance. Le Maine-et-Loire, par exemple, qui me vient en tête. Le Maine-et-Loire, et puis un autre département là, à côté du Maine-et-Loire aussi, qui sont en avance par rapport au reste de la France. D'accord, merci. Élodie qui… Oui, allez-y. Oui, bonjour. À propos de cette enquête participative là que je trouve hyper intéressante et à laquelle j'essaierai de participer, est-ce que vous pensez la valoriser par le biais de cartographie ou des choses comme ça au fur et à mesure que vous aurez les infos? Parce que nous, enfin moi je travaille au Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, donc on travaille également sur les questions de trame noire à l'échelle du parc avec des ambitions différentes entre les différents secteurs. Enfin, on a des secteurs où on voudrait essayer d'avoir une extinction nocturne totale sur des grands territoires et par contre à proximité de Clermont par exemple des grandes métropoles avoir plutôt davantage d'extinction nocturne que ce qu'il y a maintenant, mais on vise moins le 100%. Et on avait ciblé cet axe de travailler sur la trame noire en lien avec les cours d'eau au travers d'outils comme les contrats territoriaux ou des choses comme ça, des outils d'amélioration des questions de qualité et de quantité d'eau. Et du coup, on peut se faire le relais aussi à destination des élus, à la fois de l'aspect connaissance, de la sensibilisation et des actions de correction que vous avez évoquées. Mais on peut aussi vous faire remonter des choses et du coup, on serait preneur de pouvoir consulter ce qui est remonté par d'autres que nous pour pouvoir cibler des actions sur notre territoire pour se faire le relais. Donc, je ne sais pas le type de valorisation qu'il y aura suite à cette enquête. Si j'aimerais bien pouvoir oui, avoir une cartographie des retours qu'on aura pour déjà voir s'il y a des territoires qui sont plus sensibilisés, où il y a en tout cas eu plus de relais de l'enquête. Et bien sûr, si les données et les retours vous intéressent, on peut les transmettre au parc, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Du coup, on se rapprochera de vous un peu plus tard. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que Raymond a réussi à se reconnecter ou pas? Pour compléter ce qu'a dit Élodie, je travaille beaucoup en ce moment avec de l'âge sur la cartographie de la pollution lumineuse. Oui, effectivement, c'est ma collègue qui suit ces questions-là. Alors moi, je suis plus sur les cours d'eau et milieux aquatiques. C'est pour ça que je me suis rattachée à ce webinaire pour me cultiver un peu sur cette question-là et voir les effets et puis participer. Mais effectivement, oui, c'est bien elle. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, comme je l'ai dit, le webinaire sera mis en ligne sur notre site internet et je vous enverrai également tous les documents de présentation de la campagne, voilà, soit pour que vous participiez, soit pour relayer la campagne. On reste disponible par mail, soit moi, soit Daniel. Quand c'est des questions plus techniques sur la pollution lumineuse, je vous renverrai vers Daniel. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à une prochaine occasion. Bonsoir. Au revoir. Merci, au revoir.